Bonjour et bienvenue sur notre vidéo. Nous allons vous parler de la programmation Python. Le langage de programmation Python est un langage de programmation qui est très populaire, mais également c'est un langage qui est polyvalent et qui est facile à apprendre. Il est largement utilisé dans divers domaines grâce à sa simplicité, à sa lisibilité, mais également à la puissance de ses bibliothèques. Nous allons maintenant vous parler de quelques exemples d'applications du langage Python. Python est très utilisé dans le développement web, en particulier avec les frameworks tels que Django, qui est un framework web de haut niveau qui favorise le développement de manière rapide et sécurisée. Et vous avez par exemple YouTube, Netflix et Instagram qui utilisent Python. Python est aussi utilisé dans le développement de jeux vidéo, bien qu'il ne soit pas le langage principal pour le développement de jeux vidéo, mais il peut être utilisé également pour des jeux simples grâce à des bibliothèques telles que Pygame, c'est-à-dire c'est une bibliothèque qui est très populaire pour créer des jeux 2D. Python est également très utilisé dans le domaine des calculs scientifiques, des simulations et des calculs numériques grâce à des bibliothèques comme SymPy, c'est-à-dire ça vous permet de faire des calculs symboliques. Vous avez SciPy pour des calculs scientifiques avancés et vous avez OpenCV pour la vision par ordinateur. Python est également utilisé dans le domaine des réseaux et de l'administration système pour gérer des configurations et interagir avec des systèmes distants. Par exemple, en utilisant des bibliothèques comme Paramigo, par SSH ou Socket pour communication réseau bas niveau. Python est également utilisé pour faire du développement d'applications de bureau. Et Python est l'un des langages les plus utilisés pour les algorithmes d'apprentissage automatique, c'est-à-dire quand on parle de machine learning, également dans l'intelligence artificielle grâce à des bibliothèques. Python est également très utilisé pour les applications de traitement du langage naturel, telles que la traduction automatique, l'analyse de sentiments et la reconnaissance de la parole. Python est également le langage par excellence pour faire ce qu'on appelle de l'analyse de données et la science des données grâce à des bibliothèques qui sont très puissantes. Nous pouvons citer entre autres la bibliothèque Pandas, c'est pour la manipulation et l'analyse des données sous forme de tableaux. Vous avez également la bibliothèque qui s'appelle NumPy, c'est pour faire des calculs numériques et le travail avec des tableaux multidimensionnels. Vous avez la bibliothèque qui s'appelle Matplotlib et qui vous permet de visualiser les données. Et vous avez Python qui est largement utilisé pour automatiser des tâches répétitives, écrire des scripts ou des programmes pour effectuer des actions simples de manière automatique. Par exemple, automatisation de l'envoi d'emails, extraction de données web, couramment appelé web scrapping. Et vous avez ce qu'on appelle la gestion des fichiers et dossiers ou encore la gestion des tâches système. Et enfin, Python est utilisé dans le domaine de la cybersécurité pour vous permettre de créer des outils d'analyse de sécurité, automatiser la recherche de vulnérabilités dans les systèmes, mais également développer des scripts pour les tests de pénétration. C'est des théories, nous allons maintenant commencer à apprendre les bases de la programmation Python. Et pour cela, nous allons utiliser notre IDE PyCharm pour écrire du code. Et si vous n'avez pas cette application installée dans votre système d'exploitation, vous pouvez toujours regarder notre vidéo qui va télécharger et installer dans les deux systèmes d'exploitation, à savoir Windows et Ubuntu. Et vous avez également la possibilité de taper les lignes de code dans Jupyter Notebook. Et nous avons également une vidéo qui montre comment télécharger et installer Jupyter Notebook dans les deux systèmes d'exploitation, à savoir Windows et Ubuntu. La première des choses que je vais faire, je vais aller sur mon icône projet. Nous avons déjà créé un projet qui s'appelle Python Tuto. Et dans ce projet, je vais créer un fichier Python. C'est très simple. Je vais faire un clic droit sur mon projet. Ensuite, je vais dans Nouveau. Ensuite, je vais dans Python File. Et je vais nommer le nom de ce projet App. Ensuite, je vais taper sur Entrée. La première fonction, ce sera la fonction print. Que fait la fonction print? La fonction print en Python est utilisée pour afficher des informations à l'écran, généralement sous forme de texte. En d'autres termes, elle permet d'afficher des résultats ou des messages pendant l'exécution d'un programme. Et là, à l'intérieur, je vais tout simplement dire bonjour. Ensuite, je vais exécuter le code. Pour exécuter le code, vous avez deux possibilités. Soit vous avez le bouton play qui se trouve en haut, soit vous pouvez faire un Shift F10 si vous êtes dans les systèmes d'exploitation Linux. Et nous allons faire un Shift F10 et vous allez voir en bas notre bonjour qui apparaît.
Et la deuxième chose que nous allons voir va être les variables. Et nous allons tout simplement cacher la barre de notre projet pour avoir beaucoup plus d'espace. Les variables en Python sont utilisées pour stocker des valeurs ou des références vers des objets de données. La première variable que nous allons voir va être la variable entier. C'est-à-dire la variable entier, c'est une variable qui est utilisée pour stocker des nombres entiers, c'est-à-dire des nombres sans décimales. Par exemple, 20, 30, 2, 12, etc., etc. Et pour créer une variable en Python, c'est très simple. Vous avez besoin de mettre le nom de la variable. Par exemple, nous allons dire que notre variable s'appelle âge. Ensuite, je vais utiliser le signe égal. Ensuite, je vais assigner la valeur. Par exemple, je vais dire 10 comme étant l'âge. Et ensuite, nous pouvons utiliser la fonction print pour tout simplement afficher notre variable âge. Je fais un Shift F10 et vous avez en bas notre variable 10. Je peux également dire âge égale à 20. Après exécution, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons 20. C'est-à-dire, c'est juste pour vous dire que notre programme est exécuté du haut en bas. Dans la pratique, ça c'est quelque chose à éviter, c'est-à-dire déclarer deux variables qui ont le même nom. Notre deuxième variable va être les nombres à virgule flottante qu'on appelle float en anglais. Nous allons prendre la variable suivante, par exemple le prix. Nous allons dire égal à 15 point quelque chose. Ensuite, je vais tout simplement afficher mon prix. Là, je vais mettre prix ici. Ensuite, je vais exécuter le code. Et après exécution, nous avons notre prix qui apparaît en bas. Notre troisième variable va être la chaîne de caractères, c'est-à-dire une chaîne de caractères permet tout simplement de stocker du texte, c'est-à-dire une suite de caractères. Nous pouvons juste prendre un exemple. Je vais dire par exemple le nom, je vais dire égal, ensuite je mets mes guillemets, je peux mettre mes guillemets simples comme je peux mettre mes guillemets doubles. Et je peux tout simplement dire le nom John ici. Ensuite, nous allons tout simplement afficher notre nom. Je vais mettre un nom ici. Ensuite, je vais exécuter. Quand j'exécute, nous avons le résultat qui apparaît en bas. Notre quatrième variable que nous allons voir va être le boolean. C'est-à-dire c'est une variable qui vous permet de stocker deux valeurs possibles. C'est la valeur false et la valeur true. Et nous allons prendre un exemple. Par exemple, nous allons dire si la personne est active ou pas, c'est-à-dire si la personne se trouve en ligne ou pas. Donc, je vais dire égal à false, qui veut dire que la personne n'est pas en ligne. Et si je mets ici true, ça veut dire que la personne est en ligne. Et nous pouvons tout simplement afficher notre variable. Je vais tout simplement mettre le nom de la variable ici. Ensuite, je fais Shift F10. Et nous avons la valeur de notre variable ici. Voici les 4 principales variables que vous allez retrouver en Python. Et là, ne vous en faites pas, il vous souligne en vert. C'est juste un problème de typo, c'est-à-dire le langage Python, c'est un langage qui est exclusivement en anglais. Donc, puisque le mot prix n'est pas un mot qui est connu en anglais, donc nous pouvons tout simplement modifier le mot prix par price. Vous allez voir que ça va partir. Price, c'est la même chose que prix en anglais. La prochaine fonction que nous allons voir va être la fonction input, qui représente la fonction input. En Python, la fonction input est utilisée pour obtenir des entrées de l'utilisateur pendant l'exécution d'un programme. Autrement dit, elle permet d'afficher un message à l'écran et d'attendre que l'utilisateur saisisse une variable via le clavier. Nous allons prendre des exemples pour vous permettre de comprendre de quoi il s'agit exactement. Je vais tout simplement enlever ceci. Et pour utiliser la fonction input, c'est très simple. Vous avez juste besoin de taper le nom input. Ensuite, vous allez demander à votre utilisateur de vous donner quelque chose. Par exemple, nous allons juste dire à notre utilisateur de nous donner son nom. Nous allons dire votre nom, s'il vous plaît. Et là, nous venons de créer notre input. Maintenant, c'est très simple. Nous avons juste besoin de stocker cet input dans une variable que nous allons tout simplement nommer nom égale input. Et ensuite, nous allons tout simplement afficher à l'écran en disant à l'utilisateur votre nom est. Et on va donner le nom de la personne. Et pour afficher un résultat, nous avons vu la fonction print. Ensuite, je vais tout simplement mettre ma chaîne de caractères. Ma chaîne de caractères va être votre nom et ensuite je vais mettre espace. Et juste après la fin de ma chaîne de caractères, je vais tout simplement mettre un plus. Ensuite, je vais mettre le nom.
Et quand je vais exécuter notre code avec Shift F10, puisque je suis dans le système d'exploitation Linux, ensuite là devant, je vais tout simplement taper le nom. Par exemple, je vais tout simplement mettre John là. Et quand je tape sur Entrée, vous allez juste avoir votre nom. Et ensuite, il va tout simplement nous mettre le nom que nous avons donné à l'entrée ici. Nous pouvons également prendre un autre exemple. Par exemple, nous allons dire âge ici. Je vais tout simplement dire, je vais demander à l'utilisateur de me donner son âge. Je vais dire votre âge, s'il vous plaît. Je vais mettre 2 points. Ensuite, je mets espace ici. Et ensuite, dans mon print, je vais tout simplement dire, je vais ajouter un plus encore une fois. Ensuite, je vais mettre mes guillemets et je vais mettre espace. Ensuite, je vais tout simplement dire ce que je veux pour compléter la phrase. Et votre âge est de... Ensuite, je vais mettre espace. Je sors des guillemets. Ensuite, je vais mettre âge to go. Et nous allons tout simplement exécuter le code avec Shift F10. Là, je vais d'abord demander à mon utilisateur de me donner son nom. Par exemple, toujours le nom John. Je tape Entrée et le programme va demander à John de donner son âge. John va donner son âge, par exemple, 15. Là, je vais taper Entrée. Le programme va nous afficher votre nom et John et votre âge est de 15. Et là aussi, je peux tout simplement ajouter quelque chose ici. Je vais juste dire, ça nous permet tout simplement de donner beaucoup plus de sens à notre phrase. Donc, nous allons juste exécuter de nouveau. C'est toujours John. Ensuite, nous allons donner l'âge de John. John a 15 ans. Et quand je tape sur Entrée, vous allez avoir votre nom est de John et votre âge est de 15 ans. Nous allons maintenant voir comment faire une conversion de type en Python. Nous allons d'abord nettoyer. Ensuite, nous allons écrire un programme très simple qui va demander à l'utilisateur de donner son année de naissance. Ensuite, le programme va calculer l'âge de la personne. Et enfin, le programme va afficher au niveau de l'écran l'âge de la personne. Donc, nous allons toujours utiliser la fonction input. Et là, je vais tout simplement dire à l'utilisateur de me donner son année de naissance, votre année de naissance. Je vais mettre un 2 points. Et là, ne vous en faites pas, je ne mets pas les accents. Non seulement j'ai un clavier en français, et aussi, nous allons tout simplement éviter tout ce qui est accent. Et là, ce qui est important, c'est la logique et essayer de comprendre chaque ligne de code. Ensuite, je vais tout simplement stocker cette input dans une variable que je vais nommer année de naissance. Ensuite, je vais juste calculer l'âge de la personne. Je vais nommer cette variable âge. Ensuite, tout simplement la différence entre l'année actuelle, nous sommes en 2025, moins l'année de naissance. Donc, ce sera année de naissance. Je vais mettre année de naissance ici. Et je vais dire à mon programme d'afficher l'âge de la personne en utilisant la fonction print. Ensuite, je vais dire votre âge est de... Ensuite, je vais mettre la variable âge ici. Ensuite, je vais mettre un plus pour faire une concaténation de nouveau. Et je vais ajouter le 1, je mets un point. Et nous allons exécuter notre code. Là, je vais mettre l'année de naissance de John, comme John a 15 ans. Donc, ça veut dire que John est né en 2010. Donc, quand je tape Entrée, qu'est-ce que vous allez remarquer? Nous avons notre première erreur qui va apparaître au niveau de la ligne 2, au niveau de notre fichier app.py. Là, nous avons un type error. Et là, vous avez au niveau de la dernière ligne, l'erreur, le type d'erreur ici. Et là, l'erreur veut tout simplement nous dire que nous avons un type d'opérand, tout simplement, qui n'est pas supporté par notre soustraction ici. Réellement, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu tout simplement faire une soustraction entre une variable du type entier et une variable du type chaîne de caractères. Là, ce que vous devrez comprendre, à chaque fois que vous donnez quelque chose à la fonction input va prendre cette chose sous forme de chaîne de caractères. Et comme qui dirait que nous avons tapé à ce niveau 2010 de cette manière-là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas compatible. On ne peut pas prendre 2025 et ensuite soustraire une chaîne de caractères de 2025. Donc, c'est pas possible. Raison pour laquelle nous avons cette première erreur. Et nous allons convertir. Pour convertir notre chaîne de caractères en entier, c'est très simple. Nous allons tout simplement retrouver notre année de naissance. Ensuite, je vais mettre devant int. Et je vais mettre entre parenthèses l'année de naissance. Et là, vous ne verrez plus une erreur qui va apparaître au niveau de la ligne 2. Mais nous allons avoir une autre erreur. Cette fois-ci, ce sera au niveau de la ligne 3. Nous allons d'abord exécuter notre programme et vous allez voir de quoi je parle. Ici, je vais mettre 2010. Ensuite, je vais taper Entrée. Quand je tape Entrée, qu'est-ce que vous allez remarquer? Nous avons cette fois-ci une autre erreur qui apparaît au niveau de la ligne 3, au niveau de cette ligne-là. Là, qu'est-ce que nous avons voulu faire? Nous avons voulu faire la concaténation d'une chaîne de caractères à un
nombre entier, qui n'est pas possible. Comme je vous ai dit, le signe plus renvoie à la concaténation. Donc, la première chaîne de caractères qui se trouve à gauche, que nous voudrions tout simplement concaténer avec une valeur qui a comme type entier, qui n'est pas possible. Donc, il faut tout simplement convertir cette variable en une chaîne de caractères. C'est très simple. Je vais tout simplement mettre un string ici, qui veut dire chaîne de caractères en anglais. Et cette fois-ci, quand je vais exécuter le code, vous verrez qu'il n'y aura aucun problème maintenant. Nous allons toujours taper 2010, ensuite je vais taper Entrée. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de notre résultat? Le programme demande à l'utilisateur de donner l'année de naissance. Ensuite, il calcule l'année de naissance de l'utilisateur et il affiche le résultat. En Python, nous retrouvons les mêmes opérateurs que nous avons en mathématiques. C'est-à-dire, nous pouvons utiliser l'opérateur addition pour ajouter deux nombres. Par exemple, je peux ajouter le nombre 10 au nombre 3. Quand je vais exécuter, nous allons obtenir 13. Comme je peux utiliser l'opérateur soustraction, comme je peux utiliser l'opérateur division, en Python, nous avons deux types de division. Vous avez la division avec une seule barre et la division avec deux barres obliques. La division avec une seule barre va tout simplement retourner une valeur décimale. Et quand vous prenez la division avec deux barres, ça va uniquement vous retourner la partie entière de la division, c'est-à-dire le 3. Et vous avez également la multiplication. Et vous avez la puissance qui est représentée par 2 étoiles. Et vous avez également l'opérateur arithmétique modulo qui est représenté par le signe pourcentage. Autrement dit, ça vous permet de retourner le reste de la division. Et pour tous ces opérateurs, nous avons ce qu'on appelle opérateur d'affectation augmentée. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais prendre un exemple. Supposons que nous avons une variable qui s'appelle nombre et qui vaut 10 et que nous voudrions incrémenter par 3. Nous pouvons tout simplement dire nombre égale nombre, c'est-à-dire l'ancienne valeur de la variable nombre plus 3. Au lieu d'écrire cet opérateur de cette manière, nous avons une autre possibilité. Nous pouvons tout simplement utiliser ce qu'on appelle l'opérateur d'affectation augmentée de la manière suivante. Ce sera nombre, ensuite je vais mettre l'opérateur addition, ensuite je vais mettre égal, ensuite je vais mettre le 3. Donc écrire nombre égal à nombre plus 3, ça revient à dire nombre plus égal 3. Je peux tout simplement faire un print de mon nombre. Ensuite, je vais tout simplement commenter la deuxième ligne et vous allez voir que nous allons avoir 13 comme résultat. Nous pouvons aussi utiliser la soustraction. Supposons que je veux tout simplement décrémenter par 3. Quand je vais exécuter, nous allons avoir 7. Comme en mathématiques, Python également respecte la même règle de la priorité des opérateurs. Par exemple, quand on prend la multiplication et la division sont prioritaires devant l'addition et la soustraction. Maintenant, quand vous prenez les parenthèses, viennent en priorité. Ensuite vient la division et la multiplication. Et enfin, l'addition et la soustraction. Par exemple, si je fais 10 plus 15 multiplié par 2, là, le résultat va être tout simplement 30 plus 10 qui va vous donner 40. Là, la priorité, ce sera d'abord la multiplication. Ensuite, le résultat de la multiplication va être additionné à 10. Et pas 10 plus 15, ensuite multiplié par 2. Et là, nous pouvons utiliser notre fonction print pour tout simplement montrer le résultat. Là, nous allons avoir 40 au lieu de 50. Et comme vous pouvez le voir, nous avons 40. Et maintenant, si je veux que le résultat soit 50, c'est très simple. J'ai tout simplement besoin d'utiliser la parenthèse. Et quand je vais exécuter, nous allons avoir 50 ici. Et dans cette section, nous allons tout simplement voir ce qu'on appelle les opérateurs de comparaison. Donc, c'est très simple. Je vais prendre un exemple. Je vais dire âge égale à 20 par exemple. Je vais dire est-ce que âge égale à 25. Et là, nous allons avoir une variable booléenne, c'est-à-dire qui va être la valeur fausse. Donc, nous savons bel et bien que 20 n'est pas égal à 25. Donc, nous allons faire un print de notre âge et vous allez voir au niveau de notre résultat, nous allons avoir la valeur fausse, c'est-à-dire false en anglais. Et je peux également utiliser le signe inférieur ou égal, comme je peux utiliser le signe supérieur ou égal, comme je peux utiliser le signe supérieur tout court, comme je peux utiliser le signe inférieur tout court. Et quand j'utilise le signe inférieur tout court, cette assertion va être vrai parce que 20 est inférieur à 25. Et vous allez voir, nous avons la valeur. Donc, les différents opérateurs de comparaison sont l'opérateur égal, l'opérateur
inférieur ou égal, vous avez l'opérateur supérieur ou égal, vous avez l'opérateur inférieur, vous avez l'opérateur supérieur, et enfin vous avez l'opérateur A égal. Dans cette section, nous allons voir les opérateurs logiques. Nous allons toujours prendre notre âge, par exemple, égal à 20. Ici, nous allons tout simplement voir est-ce que notre âge est compris entre un certain intervalle d'âge. Et pour vous permettre de comprendre, nous allons tout simplement vérifier est-ce que notre âge que nous avons défini ici se trouve entre l'intervalle 15 et 30. Donc, c'est très simple. Je vais utiliser la fonction print qui va nous permettre de voir les résultats au niveau de l'écran. Je vais d'abord dire est-ce que l'âge est supérieur à 15 et notre opérateur logique est n'est rien d'autre que le AND en anglais. Et ensuite, je vais mettre la deuxième expression, ce sera toujours âge, est-ce qu'elle est inférieure à 30? Et nous allons voir qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur de notre parenthèse, nous avons deux expressions qui sont séparées par l'opérateur logique AND. Et qu'est-ce qui va se passer? D'abord, la première expression va être évaluée et la valeur de cette première expression va être évidemment vraie parce que tout simplement l'âge est supérieur à 15. Et quand je regarde la deuxième expression qui se trouve à droite, elle est également vraie parce que tout simplement l'âge est inférieur à 30. Donc les deux expressions sont vraies, ce qui veut dire que notre expression globale va être vraie. Et quand je vais exécuter le programme, nous allons avoir comme valeur true. Et là, ce que vous devriez retenir de l'opérateur N va être considéré comme vrai si et seulement si deux expressions sont vraies. Et dans le cas contraire, le résultat va être toujours faux. Par exemple, si nous pouvons dire âge supérieur à 30, ça, c'est pas vrai. Et là aussi, nous allons dire l'âge inférieur à 15, ça aussi, c'est pas vrai. Donc, nous avons les deux qui sont fausses. Donc, le résultat va être false. Maintenant, nous allons voir notre deuxième opérateur logique qui n'est rien d'autre que l'opérateur OR. Là, cet opérateur OR va être évalué comme vrai si et seulement si une des propositions elle est vraie. Là, nous allons tout simplement dire un signe supérieur ici. Nous savons bel et bien que 20 est supérieur à 15. Donc, cette partie de gauche, elle est vraie. Mais quand je regarde la partie de droite, âge, est-ce que âge est supérieur à 30? Non, c'est pas vrai, c'est fausse, cette expression. Donc, nous avons vrai, ensuite, nous avons fausse. Et le résultat global va être un résultat vrai. Et quand je vais exécuter, vous allez avoir un true. Et notre dernier opérateur logique, ce sera l'opérateur NOT. Donc là, nous allons mettre devant notre expression un NOT. NOT va tout simplement donner le résultat inverse de notre expression. Là, notre expression va être évaluée comme vrai parce que tout simplement 20 est supérieur à 15. Donc, l'inverse de vrai, ce sera false. Et quand je vais exécuter le programme, vous allez avoir un false. Nous allons faire une petite récapitulation. En Python, vous avez trois opérateurs logiques, c'est-à-dire l'opérateur AND qui va être vrai si et seulement si les deux expressions qui se trouvent de part et d'autre sont vraies. Et vous avez l'opérateur OR qui va être vrai si et seulement si l'une des expressions qui se trouvent de part et d'autre de l'opérateur OR est vraie. Et enfin, vous avez l'opérateur NOT qui va tout simplement donner l'inverse de notre résultat. Et dans cette section, nous allons vous parler des opérations courantes que vous pouvez effectuer sur des chaînes de caractères en Python. C'est-à-dire en Python, les chaînes de caractères ou strings en anglais sont très manipulables et offrent une très grande variété d'opérations. Nous allons parler de la concaténation. La concaténation, ça consiste tout simplement à joindre deux ou plusieurs chaînes de caractères ensemble à l'aide de l'opérateur plus. Nous allons prendre un exemple pour vous permettre de comprendre. Je vais, dans ce cas, déclarer ma première variable comme étant var1. Ensuite, je vais stocker la chaîne de caractères suivante. Je vais dire bonjour. Ensuite, je vais faire la même chose pour la variable 2. Je vais faire var underscore 2. Ensuite, espace. Ensuite, je vais tout simplement écrire tout le monde. Maintenant, nous allons stocker le résultat de la concaténation dans une variable que je vais nommer résultat, qui va être tout simplement la concaténation de la variable 1 et de la variable 2. Et là, je vais tout simplement mettre de l'espace pour qu'il y ait de l'espace entre les deux. Ensuite, je vais mettre mon plus et je vais mettre la variable 2. Et enfin, je vais afficher le résultat. À l'aide de la fonction print, je vais faire résultat. Vous allez voir quand je vais exécuter le code que nous allons tout simplement avoir bonjour tout le monde.
nous allons vous parler de l'opération répétition. C'est-à-dire en Python, vous pouvez répéter une chaîne de caractères plusieurs fois à l'aide de l'opérateur étoile, c'est-à-dire la multiplication. Et là, nous allons nommer notre variable étant la variable 1 qui va stocker la chaîne de caractères suivant, c'est-à-dire Java. Ensuite, je vais faire apparaître Java 4 fois. Nous allons stocker le résultat dans une variable que nous allons nommer résultat. Ensuite, le résultat va être notre variable. Il faut tout simplement multiplier par 4. Ensuite, je vais afficher le résultat au niveau de notre écran et vous allez avoir l'apparition de Java 4 fois. Et dans cette section, nous allons vous parler de ce qu'on appelle l'indexation. C'est-à-dire en Python, vous pouvez accéder à un caractère spécifique d'une chaîne en utilisant l'index. Et l'indexation commence toujours par 0. Nous allons prendre un exemple. Je vais toujours nommer notre variable étant la variable 1. Et cette fois-ci, je vais stocker la chaîne de caractères bonjour. Donc moi, si je veux tout simplement accéder au premier caractère, c'est-à-dire le caractère B, je vais tout simplement faire un print. Ensuite, je vais mettre la variable. Ensuite, je vais mettre des crochets. À l'intérieur, je vais mettre un 0. Et quand je vais exécuter le code, vous allez avoir l'apparition de B qui renvoie tout simplement au premier index. Ce n'est rien d'autre que l'index 0. Et quand je veux tout simplement afficher le J, c'est très simple. Le J se trouve à l'index 3. Donc, je vais juste remplacer 0 par 3. Ensuite, je vais exécuter. Quand j'exécute, je vais avoir le J. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'indexation négative pour accéder au caractère, c'est-à-dire à partir de la fin de la chaîne. Quand je vais taper -1 ici, ensuite je vais tout simplement exécuter, nous allons avoir le R. Et le -3 va tout simplement nous afficher le caractère O. Et dans cette section, nous allons vous parler de ce qu'on appelle le tronçage, autrement dit le slicing en anglais. C'est-à-dire le tronçage vous permet tout simplement d'extraire une sous-chaîne de la chaîne. Et la syntaxe est la suivante. Vous avez votre chaîne de caractères là. Ensuite, vous avez des crochets. Et ensuite, vous allez spécifier le début de votre index. Vous mettez 2 points et ensuite, vous allez mettre la fin de votre index qui ne va pas être inclus. Et nous allons prendre un exemple pour vous permettre de comprendre. Nous allons toujours prendre notre variable par 1 et nous allons stocker toujours la chaîne de caractères bonjour. Quand je veux afficher bon, c'est très simple. Donc, je vais tout simplement utiliser la fonction print. Ensuite, je vais mettre ma variable, je mets les crochets. Et là, ce que vous devriez comprendre, je vais commencer par l'index 0 qui sera le début. Et la fin, ça doit être l'index 3 parce que 3 va être exclu. Et ensuite, je vais exécuter. Quand j'exécute, nous allons avoir notre bon. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais enlever le 0? Ensuite, je vais tout simplement mettre 7 ici. Nous allons avoir tout simplement notre chaîne de caractères. Bonjour. J'ai également la possibilité d'utiliser les index négatifs. Par exemple, je veux commencer par l'index -7 jusqu'à l'index -1. Quand je vais exécuter, vous allez avoir tout simplement un bonjour. Et quand moi je vais avoir toute la chaîne de caractères, je peux tout simplement enlever le -1 ici. Je vais mettre -7 2 points, je ne mets rien. Et en ce moment, quand je vais exécuter, je vais tout simplement avoir toute la chaîne de caractères. Dans cette section, nous allons voir comment tout simplement trouver la longueur d'une chaîne de caractères. C'est très simple. C'est-à-dire vous pouvez obtenir la longueur d'une chaîne qui n'est rien d'autre que le nombre de caractères à l'aide de la fonction len, c'est-à-dire à l'aide de cette fonction len. Nous, cette fois-ci, nous allons tout simplement afficher la longueur de notre variable var1. Et là, nous allons supprimer cette fonction print. Et je vais mettre mon print à ce niveau. Et nous allons avoir la longueur qui va tout simplement égale à 7 caractères de B jusqu'à R. Maintenant, dans cette section, nous allons tout simplement voir comment changer la casse. C'est-à-dire, en Python, il existe plusieurs méthodes pour modifier la casse. Autrement dit, un majuscule, minuscule. Nous allons cette fois-ci stocker cette chaîne de caractères dans notre variable var1. Nous allons dire bonjour pour le monde. Ensuite, et aussi ce que vous devrez retenir, une chaîne de caractères représente un objet. Donc, un objet sur lequel vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez manipuler. Dans notre cas, nous allons vous parler principalement de 4 méthodes ici. Notre première méthode, ce sera la méthode app. App, ça vous permet tout simplement de convertir la chaîne de caractères en majuscule. Et là, quand je vais tout simplement mettre un print, je vais mettre var.app entre parenthèses, nous vont transformer notre bonjour tout le monde en majuscule. Et nous avons également
la méthode qui s'appelle capitalize. Capitalize, ça vous permet tout simplement de convertir la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Pour voir clairement, nous allons mettre toute notre chaîne de caractères en minuscule. Et cette fois-ci, quand je vais exécuter mon programme, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons tout simplement converti la première lettre en majuscule et tout le reste est en minuscule. Maintenant, notre prochain exemple que nous allons vous parler, ce sera la méthode lower. La fonction lower vous permet tout simplement de transformer toute votre chaîne de caractères en minuscule, tout simplement. Donc, pour vous permettre de voir, je vais tout simplement mettre ce L en majuscule. Ensuite, je vais exécuter mon programme et vous allez voir que nous avons transformé toute notre chaîne de caractères en minuscule. Et la dernière méthode que nous allons vous parler, ce sera la méthode title. La méthode title, ça vous permet tout simplement de mettre en majuscule la première lettre de chaque mot. Donc, quand je vais exécuter mon code, vous allez avoir le résultat. Ce que vous devriez retenir ici, les différentes méthodes que nous avons utilisées ne vont pas modifier notre chaîne de caractères que nous avons stocké dans la variable var1 parce que tout simplement les chaînes de caractères sont immutables. On ne peut pas les modifier. Et ce qui se passe, il y a tout simplement la création d'une nouvelle chaîne de caractères. Ça, c'est une nouvelle chaîne de caractères. Et la preuve, quand je vais faire un print de ma chaîne de caractères initiale, c'est-à-dire le var1, vous allez obtenir que notre chaîne de caractères bonjour tout le monde ne va pas être modifiée. Dans cette section, nous allons voir comment rechercher une sous-chaîne dans une chaîne de caractères. C'est-à-dire, c'est très simple, vous pouvez rechercher une sous-chaîne dans une chaîne de caractères à l'aide de la méthode qui s'appelle find. Et que fait cette méthode? Cette méthode va retourner l'index de la première occurrence de la sous-chaîne ou l'index -1 si la sous-chaîne n'est pas trouvée. Et nous allons prendre un exemple pour vous permettre de comprendre. Supposons que je veux voir est-ce que dans ma chaîne de caractères, j'ai la sous-chaîne bonjour là-bas. C'est très simple. Je vais tout simplement utiliser la fonction print qui me permettra de voir les résultats au niveau de mon écran. Ensuite, je vais mettre le nom de ma variable. Ensuite, je vais mettre un point et je vais utiliser la fonction find. Ensuite, je vais préciser la sous-chaîne que je veux tout simplement rechercher. Ce sera bonjour. Et je vais faire un shift F10 pour exécuter. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons retrouvé et notre méthode find va tout simplement retourner l'index de la première occurrence qui n'est rien d'autre que l'index 0. Maintenant, supposons que je veux tout simplement voir est-ce que dans ma chaîne de caractères, j'ai ma sous-chaîne là-bas. Quand je vais exécuter, vous allez avoir l'index 8 parce que tout simplement notre B commence par l'index 0. Ensuite, nous avons l'index 1, nous avons l'index 2, 3, 4, 5, 6. Ce que vous devrez retenir, nous avons un espace ici. Or, l'espace compte également dans une chaîne de caractères. Donc, l'espace représente notre index numéro 7 et le T majuscule renvoie à l'index 8. Raison pour laquelle nous avons l'index 8 ici. Et maintenant, supposons que je veux chercher, par exemple, quelque chose qui n'existe pas. Je vais ajouter un E ici. Et je sais bel et bien que tout n'existe pas dans ma chaîne de caractères. Et quand je vais exécuter, nous allons tout simplement avoir le -1. Il veut tout simplement dire que la sous-chaîne n'existe pas, autrement dit, elle n'est pas trouvée. Maintenant, dans cette section, nous allons tout simplement voir comment vous pouvez tout simplement vérifier la présence d'une sous-chaîne. C'est un peu différent de ce que nous avons vu précédemment. Là, le résultat va être un résultat booléen qui va être soit vrai ou faux. Et c'est très simple, nous allons prendre deux exemples. Je vais juste me débarrasser de mon print là. Ensuite, nous allons vérifier est-ce que nous avons la présence de notre bonjour dans notre chaîne de caractères. C'est très simple. Je vais tout simplement écrire un print. Ensuite, je vais mettre ma chaîne qui sera bonjour. Ensuite, je vais utiliser le mot in en anglais qui veut dire dans en français. Ensuite, je vais préciser le nom de ma chaîne de caractères, c'est-à-dire la variable var1. Et quand je vais tout simplement exécuter, et nous allons avoir true comme résultat parce que tout simplement nous avons notre chaîne bonjour dans notre chaîne de caractères bonjour tout le monde. Et quand je vais ajouter un S ici, qu'est-ce que nous allons avoir comme résultat? Ce sera tout simplement l'opposé de true, qui n'est rien d'autre que false. Parce que tout simplement, on n'a pas la sous-chaîne bonjour avec S dans notre chaîne de caractères. Je vais exécuter et vous allez avoir false ici.
Maintenant, dans cette section, nous allons tout simplement voir comment vous pouvez supprimer des espaces qu'on appelle white space en anglais. C'est-à-dire, vous pouvez supprimer des espaces en début et en fin de chaîne avec la méthode qui s'appelle sstrip. Et vous avez la méthode qui s'appelle lstrip qui vous permet tout simplement de supprimer les espaces à gauche. Et vous avez le rstrip qui vous permet de supprimer les espaces à droite. Nous allons prendre les exemples pour vous permettre de comprendre. Et pour cela, je vais d'abord supprimer ce que j'ai ici. Donc là, nous allons mettre un bonjour là et je vais mettre espace ici, ou tout au début et à la fin. Et là, quand moi, je veux tout simplement supprimer les espaces qui se trouvent à gauche, c'est très simple. Je vais utiliser ma variable var, je vais faire point et je vais mettre lstrip. Et là, je vais tout simplement afficher le résultat en utilisant la fonction print. Quand j'utilise la fonction print et j'exécute le programme, qu'est-ce que vous observez? Là, vous ne pouvez pas le voir clairement, mais nous avons bel et bien supprimé. Et là, pour vous permettre de voir un tout petit peu, je vais tout simplement afficher la première variable, autrement dit la variable initiale. Nous allons exécuter. Quand j'exécute, vous voyez qu'il y a une différence. Là, vous avez un espace là, et là, vous n'avez pas d'espace. Maintenant, dans cette section, nous allons tout simplement vous montrer comment remplacer des chaînes. Je vais d'abord supprimer mes deux prints. Nous allons laisser notre chaîne de caractères là. Je vais simplement supprimer les espaces. En fait, en Python, nous avons une méthode qui s'appelle replace, qui veut dire tout simplement remplacer, qui vous permet de remplacer une chaîne par une autre. Et nous allons prendre un exemple. Supposons que je veux remplacer le bonjour par bonsoir. C'est très simple. Je vais tout simplement écrire ma variable var. Ensuite, je vais un point. Je vais ensuite appeler ma méthode replace. Ensuite, nous allons passer deux arguments. Bonjour, que je veux tout simplement remplacer par bonsoir. Ensuite, je peux tout simplement stocker le résultat de cette opération dans une variable que je vais appeler résultat. Ensuite, je vais tout simplement afficher notre résultat à l'aide de la fonction print. Et qu'est-ce que vous observez? Nous avons tout simplement remplacé notre bonjour par bonsoir dans notre chaîne de caractères. Maintenant, dans cette section, nous allons vous montrer comment formater une chaîne de caractères en Python. C'est-à-dire, en Python, il existe plusieurs manières de formater une chaîne. Et nous allons vous montrer les trois principales manières de formater une chaîne de caractères en Python. Et notre première méthode, ce sera avec un f-string. Donc, ce sera avec ce qu'on appelle un f-string. Et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Je vais dire que le nom de ma personne s'appelle par exemple John. Ensuite, je vais dire que l'âge de John est égal à 20. Et maintenant, c'est très simple. Pour utiliser notre f-string, il faut le caractère f. Ensuite, vous allez mettre vos guillemets. Et à l'intérieur, vous allez tout simplement taper votre chaîne de caractères. Je vais dire bonsoir, je m'appelle. Ensuite, je vais mettre le nom. Pour mettre le nom, je vais mettre les accolades. Ensuite, je vais mettre le nom ici à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre espace et j'ai. Ensuite, je vais mettre mes accolades encore. Je vais mettre âge et je vais mettre espace. Ensuite, je vais mettre un et je vais mettre un point à la fin. Ensuite, je vais tout simplement afficher mon message à l'aide de la fonction print msg. Je vais ensuite exécuter mon programme à l'aide de mon raccourci du clavier Shift F10. Qu'est-ce que vous voyez? Nous avons bonjour. Je m'appelle John et j'ai 20 ans. Donc, nous avons bel et bien formaté notre chaîne de caractères. Ça, c'est une méthode avec le f-string. Et ce que vous devriez retenir, ce f-string est disponible à partir de Python qui a pour version 3.6, si je ne m'abuse pas. Maintenant, la deuxième manière, ce sera tout simplement avec la méthode format. Cette fois-ci, nous allons changer le nom. Au lieu de John, nous allons dire le nom est égal à, par exemple, Paul. Ensuite, je veux dire que Paul a 15 ans. Ensuite, je vais tout simplement afficher le message msg underscore 1 égale. Là, c'est très simple. Je vais mettre mes guillemets. Ensuite, je vais également dire bonjour. Je m'appelle. Ensuite, je vais mettre les accolades et je mets mes accolades. Ensuite, je mets espace, je mets un et je vais mettre un point. Ensuite, je fais quoi? Je sors de ma chaîne de caractères, je vais mettre un point. Ensuite, je vais mettre la méthode format.
Ensuite, je vais mettre mes deux variables, c'est-à-dire ma variable nom et ma variable âge. Et ensuite, je vais tout simplement afficher mon message 1 à l'aide de la fonction print. Je vais mettre ms1. Et là, nous allons juste commenter l'autre print qui se trouve en haut pour juste ne pas l'afficher au niveau de notre écran. Donc, quand je vais tout simplement exécuter avec le raccourci de mon clavier, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous avez bonjour, je m'appelle Paul et j'ai 15 ans. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode, ce sera la méthode qui est la plus ancienne, mais elle est toujours utilisée, c'est-à-dire ce sera avec le pourcentage. Et là, je vais tout simplement dire que le nom de ma personne égale à Marc, par exemple. Et je vais dire que Marc a tout simplement 12 ans. Et ensuite, je vais stocker un message dans une variable que je vais nommer msg3. Je vais dire bonjour, je m'appelle. Là, je vais mettre pourcentage S et G. Et ensuite, là, je vais mettre pourcentage D. Et ensuite, je vais mettre espace. Je vais mettre 1 ici. Et je mets un point. Ensuite, je vais sortir de ma chaîne de caractères. Maintenant, à l'extérieur de ma chaîne de caractères, je vais mettre là, espace. Je vais tout simplement mettre mon pourcentage. Ensuite, je vais mettre les parenthèses. Et à l'intérieur de mes parenthèses, je vais tout simplement mettre mes variables nom et âge. Et là, je vais tout simplement faire un print de mon message 3. Et là, nous allons tout simplement commenter notre print de notre message 1. Pour ne pas l'afficher au niveau de notre écran. Ensuite, je vais exécuter le code avec mon raccourci du clavier. Quand j'exécute le code avec le raccourci du clavier, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons notre résultat. Bonjour, je m'appelle Marc et j'ai 12 ans. C'est bon, maintenant vous savez les trois méthodes qu'il faut utiliser pour formater une chaîne de caractères en Python. La première méthode, c'est avec le fstring. Vous devrez avoir une version de Python qui commence à partir de 3.6, si je ne m'abuse pas. Et la deuxième manière, ce sera avec la méthode format. Et la troisième méthode, qui est la méthode la plus ancienne, ce sera avec le pourcentage. Dans cette section, nous allons voir les structures de contrôle. C'est-à-dire les structures de contrôle vous permettent tout simplement de diriger l'exécution du programme en fonction de certaines conditions ou d'exécuter des blocs de code de manière répétée. Et notre première structure de contrôle sera l'instruction conditionnelle, c'est-à-dire le if. Ensuite, nous avons le elif et nous avons également le else. If veut dire tout simplement si, elif veut tout simplement dire sinon si. Et le else veut dire sinon. Nous allons juste prendre un exemple qui vous permettra de comprendre facilement. Nous allons dire l'âge de la personne est de 18. Et maintenant, en fonction de l'âge prédéfini, nous allons utiliser notre instruction conditionnelle if. Ensuite, nous allons faire un test pour voir si l'âge de la personne est supérieur ou égal à 18. Si tel est le cas, nous allons tout simplement dire que la personne elle est majeure. Si cette condition ne va pas être vraie, nous allons tout simplement utiliser notre else. Nous allons mettre deux points, ensuite dire que la personne elle est mineure. Et ensuite, nous allons exécuter le code. Pour l'exécution, qu'est-ce que vous voyez? Le programme nous dit que la personne elle est majeure parce que tout simplement l'âge qui a été défini est de 18 et 18 est égal à 18. Donc, la personne elle est majeure. Quand je vais tout simplement modifier à la place de 18, je mettrai un 15 ici. 15, elle est inférieure à 18, donc la première condition va être fausse. Donc, elle ne va pas être exécutée. Donc, on va tout simplement aller dans notre deuxième bloc de code. Donc, quand je vais tout simplement exécuter, qu'est-ce que vous voyez au niveau de notre écran? Elle est mineure. Et nous allons ensemble faire un exercice. L'exercice consistera à écrire un simple programme Python qui va vérifier la note d'un étudiant et lui attribuer une mention selon la note en utilisant les instructions if, elif. Et vous avez les différentes conditions concernant l'attribution de la mention. Vous pouvez juste faire une pause, vous allez faire l'exercice par vous-même. Ensuite, vous pouvez regarder notre solution qui va être proposée. Je vais d'abord vous montrer comment va être le résultat de notre programme. Ensuite, je vais vous montrer la solution. Et là, comme vous pouvez le voir, notre programme va tout simplement demander à l'utilisateur de faire entrer la note de l'étudiant. Ensuite, quand l'utilisateur va taper par exemple 18, 18 est bel et bien supérieur à 16, donc ça veut dire que cet étudiant doit avoir une mention très bien. Quand je vais taper sur entrée, le programme va nous dire que notre utilisateur a une mention très bien. Je vais exécuter de nouveau notre programme. Cette fois-ci, je vais donner 7. 7 elle est
tout simplement inférieur à 10. Donc, ça veut dire que l'étudiant ne va pas avoir une mention. Donc, quand je vais tout simplement taper sur Entrée, vous verrez, le programme va dire que l'utilisateur ne va pas avoir une mention. Donc, je vais exécuter encore une fois. Maintenant, je vais mettre 13 cette fois-ci. Normalement, cet utilisateur doit avoir une mention assez bien quand je vais tout simplement exécuter. Je peux exécuter encore une fois le code et cette fois-ci, je vais mettre 10 quand je vais exécuter. L'étudiant a une mention passable. Donc, le résultat de votre programme doit être ainsi. Je vais maintenant vous proposer ma solution, mais cela ne veut pas dire que c'est la meilleure des solutions. Puisque dans notre solution, nous allons tout simplement améliorer quand nous allons voir la boucle while. Quand nous allons voir la boucle while, je vais vous laisser ça sous forme d'exercice. Le programme va tout simplement forcer à la personne de retaper la bonne note, c'est-à-dire une note positive. Et nous allons ensemble voir notre solution. La première des choses, je vais tout simplement déclarer une variable que je vais nommer note. Ensuite, je vais utiliser la fonction input. Maintenant, à l'intérieur de ma fonction input, je vais tout simplement dire à l'utilisateur d'entrer la note de l'étudiant. Comme je vous ai dit, la fonction input considère toujours la valeur entrée comme étant une chaîne de caractères. Donc nous allons tout simplement convertir notre input. Comme la note peut être une valeur décimale, la personne peut avoir 16, quelque chose, 10, quelque chose. Donc nous allons tout simplement utiliser notre type float. Notre première condition va être de vérifier est-ce que notre note elle est tout simplement supérieure ou égale à 16. Si la note elle est supérieure ou égale à 16, je vais tout simplement afficher au niveau de l'écran mention très bien. Et si cette condition n'est pas vraie, je vais tout simplement passer à notre condition elif, c'est-à-dire le sinon si, qui est représenté par le L. Ensuite, je vais tout simplement dire est-ce que la note, elle est tout simplement supérieure ou égale à 14. Si cette condition, elle est vraie, je vais tout simplement faire un print en disant que la personne a une mention bien. Et maintenant, si cette condition s'avère fausse également, nous allons tout simplement passer à la troisième condition. Ce sera toujours le L if. Cette fois-ci, la note doit être supérieure ou égale à 12. Nous avons tout simplement besoin de dire que la personne a une mention assez bien. Et si cette condition ne va pas être satisfaite, nous allons tout simplement passer à la quatrième condition, toujours avec le L if. Cette fois-ci, je vais tout simplement dire que la note doit être supérieure ou égale à 10. Et une fois que la condition est vraie, nous allons tout simplement afficher au niveau de l'écran, la personne a une mention passable. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si aucune de ces conditions n'est vraie, nous allons tout simplement utiliser notre dernière condition qui sera le else. Nous allons juste afficher que la personne n'a pas de mention tout court. Et là, ce que vous devrez retenir, comment ces conditions vont être exécutées. C'est-à-dire pour la première condition, quand je dis si la note elle est supérieure ou égale à 16, cela suppose que la note elle est comprise entre 16 qui doit être inclus jusqu'à 20 parce que les notes varient de 0 jusqu'à 20 pour le système français, tout simplement. Donc là, la deuxième condition, quand je dis la note elle est supérieure ou égale à 14, on suppose que là, la note elle est comprise entre 14 et 16. Cette fois-ci, 16 va être exclu tout simplement. Et encore, quand cette condition elle est vraie, mention bien va être affichée au niveau de notre écran. Et dans le cas où la condition ne va pas être vraie, nous allons tout simplement passer à la condition 3. Dans la condition 3, la note doit être supérieure ou égale à 12. Et ici, cela suppose que la note doit être comprise entre 12 et 14. Mais 14 doit être exclu. Et ce sera pareil également quand la condition ne va pas être vraie. Autrement dit, la condition 3, nous allons tout simplement passer à la condition 4. Cela suppose que nous avons notre note qui est comprise entre 10 et 12 avec 12 exclus. Et si cela est vrai, nous allons avoir une mention passable qui va être affichée au niveau de l'écran et dans le cas contraire, ce ne sera pas de mention. Cela veut dire que la note de l'étudiant, elle est comprise entre 0 et 9. Donc, comme vous pouvez le voir, à ce niveau, on n'a pas droit à avoir un nombre négatif. Pour ce programme, quand on tape un nombre négatif, le programme va être exécuté et ce qui n'est pas tout à fait vrai à 100%. Mais puisque nous n'avons pas vu la boucle while, donc pour le moment, nous allons tout simplement nous limiter cette solution. Donc, une fois que nous allons voir la boucle while, vous allez tout simplement faire l'exercice tout en imposant à l'utilisateur de donner une note positive. Donc, je vais exécuter. Quand je vais exécuter le programme,
Supposons que je vais taper la valeur 14 ici. Quand je tape la valeur 14, vous avez bel et bien le résultat. Nous avons une mention bien, donc tout fonctionne correctement. Je peux refaire encore un test. Je vais cette fois-ci taper par exemple 6. Cette fois-ci, l'utilisateur ne va pas avoir de mention. Dans cette section, nous allons voir la boucle while. La boucle while exécute un bloc de code tant que la condition elle est vraie. Nous allons prendre un exemple pour vous permettre de comprendre. Je vais tout simplement déclarer une variable que je vais nommer count, c'est-à-dire compteur. Je vais initialiser la variable en la donnant la valeur 0. Maintenant, à l'aide de la boucle while, je vais tout simplement incrémenter notre compteur tant que la condition elle est vraie. Quelle va être notre condition? La condition, ce sera tout simplement compteur qui doit être inférieur à 10. Donc, tant que la condition va être inférieure à 10, nous allons tout simplement afficher au niveau de notre écran la valeur de notre compteur. Et ensuite, nous avons besoin d'incrémenter notre compteur en disant compteur égale tout simplement compteur plus 1. Mais nous avons vu une autre méthode beaucoup plus simplifiée. Donc, je vais supprimer ceci. Et là, avant l'égal, je vais mettre mon plus. Ensuite, je vais mettre 1. L'explication de cette boucle for elle est très simple. Ça veut dire que la boucle va toujours continuer, mais une fois que notre compteur va être tout simplement supérieur ou égal à 10, donc la boucle va s'arrêter et ce sera la fin de notre programme tout simplement. Quand je vais exécuter notre code, vous allez avoir au niveau de notre écran, résultat qui va de 0 jusqu'à 9. Nous allons juste exécuter et comme vous pouvez le voir, nous avons le résultat qui va de 0 jusqu'à 9. Pour vous expliquer le résultat, c'est très simple. C'est-à-dire pourquoi nous avons là 0, 1, 2 jusqu'à 9. Parce que pour la première fois que le programme va être exécuté, la valeur de notre compteur doit être égale à 0. 0, elle est inférieure à 10. Donc, nous allons tout simplement aller à l'intérieur de la boucle et nous allons juste afficher le 0. Et ensuite, on va incrémenter la valeur de notre compteur. Le compteur, cette fois-ci, ce sera l'ancienne valeur de notre compteur plus 1, qui revient à dire tout simplement 0 plus 1, qui n'est rien d'autre que 1. 1 est également inférieur à 10. Donc, nous allons faire la même chose. Il y a le compteur qui va être imprimé, c'est-à-dire on va avoir la présence de ce 1-là. Et ensuite, nous allons incrémenter. Cette fois-ci, l'ancienne valeur de notre compteur va être égale à 1 et on va ajouter 1. Quand on ajoute 1, nous allons tout simplement avoir, cette fois-ci, ce sera 1 plus 1. Nous allons toujours avoir 2 ici. 2, elle est toujours inférieure à 10. Donc, nous allons tout simplement afficher notre compteur. Raison pour laquelle nous avons 2 ici. Et c'est la même chose qui va se passer ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous allons revenir sur notre exercice. Cette fois-ci, je vais tout simplement vous laisser faire. Et ensuite, vous pouvez partager votre solution entre amis. L'exercice consistera à utiliser toujours le même programme, mais cette fois-ci, vous allez ajouter la boucle while pour forcer toujours à l'utilisateur de taper la bonne note. C'est-à-dire tout simplement de ne pas rentrer une note négative. Et je vais vous montrer de quoi je parle. Je vais retourner au niveau de mon IDE. Là, c'est toujours le même programme que j'ai modifié. Et là, supposons par erreur, je tape une valeur négative, par exemple. Je vais taper moins 14. Je vais taper entrée. Quand je tape sur entrée, le programme va tout simplement me dire que la note ne doit pas être une valeur négative. Veuillez entrer la bonne note. Et quand je persiste toujours à taper une valeur négative, le programme va toujours me dire la même chose, que la valeur ne doit pas être négative. Et une fois que je vais taper, par exemple, 18 et vous allez avoir les résultats, nous avons notre étudiant qui a une mention très bien. Dans cette section, nous allons vous parler de listes. Une liste vous permet de stocker une collection ordonnée d'éléments qui peuvent être de type mix. Ça peut être des nombres, ça peut être des chaînes de caractères. Ce qui est important à retenir ici, les listes ont un caractère mutable. Autrement dit, on peut modifier leurs éléments après leur création. Et pour vous permettre de comprendre, nous allons prendre des exemples. Je vais créer une liste de fruits. Pour créer une liste de fruits, je vais d'abord donner le nom de ma liste. Ensuite, je mets l'égal. Je vais ensuite mettre les crochets. Ensuite, je vais mettre ma liste de fruits. Et si moi, je veux tout simplement afficher la liste, c'est très simple. Je vais utiliser la fonction print. Ensuite, je vais préciser le nom de ma liste. Ensuite, exécuter. Comme j'ai la possibilité également d'afficher un élément spécifique de la liste,
Supposons que je veux afficher le premier élément de ma liste, je vais mettre des crochets juste après le nom de ma liste et je vais préciser l'index 0. Et rappelez-vous, nous avons vu ce que veut dire indexation. Si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez retourner en arrière pour un peu rafraîchir la mémoire. Et quand je vais exécuter le programme, nous allons avoir notre premier élément, ce sera notre chaîne de caractères banane. Et nous avons également la possibilité d'utiliser les index négatifs. Maintenant, supposons que je veux afficher le dernier élément de ma liste. C'est très simple. À la place de 0, je vais mettre un moins 1. Quand je vais exécuter, nous allons avoir l'ananas. Et nous avons également la possibilité de modifier un élément de la liste. Supposons que je me suis trompé à la place de banane, je devrais mettre de la mangue. Je vais d'abord supprimer ceci. Là, c'est très simple. Je vais tout simplement écrire le nom de ma liste. Ensuite, je vais mettre les crochets. Et à l'intérieur, je vais préciser la position, autrement dit l'index. La banane se trouve au niveau de l'index numéro 1, c'est-à-dire la première position. Je vais mettre ici 0. Ensuite, je vais remplacer cette chaîne de caractères par la chaîne de caractères mangue. Et quand je vais exécuter le programme, vous ne verrez plus la présence de la banane ici. La banane a été remplacée par la mangue. Et également, ce que vous devrez retenir, en principe, notre liste initiale n'est pas modifiée, mais nous avons créé une nouvelle liste. Et maintenant, supposons que je veux faire une insertion cette fois-ci. Au lieu de modifier un élément dans la liste, je veux faire une insertion, c'est-à-dire je veux insérer la mangue. Je vais toujours utiliser le nom de ma liste, ensuite appeler la méthode insert. Et la méthode insert va prendre deux éléments. Le premier élément, ce sera l'index. Et puisque l'orange se trouve au niveau de l'index numéro 1, donc là, je vais mettre 1 ici. Et ensuite, je vais mettre le nom de mon objet qui n'est rien d'autre que la mangue. Quand je vais exécuter le programme, qu'est-ce que vous allez avoir? Nous avons au total 5 éléments cette fois-ci dans notre liste. Et comme vous pouvez le voir, notre chaîne de caractères mangue occupe la deuxième place, autrement dit l'index numéro 1. Et notre orange va occuper l'index numéro 2, autrement dit la troisième position. J'ai également la possibilité d'ajouter un élément à la fin de la liste. Donc, c'est très simple. Nous allons cette fois-ci utiliser une autre méthode qui s'appelle la méthode append. Je vais juste faire une copie et là, je vais tout simplement commenter la troisième ligne. Ensuite, là, nous allons faire une petite modification. À la place de insert, je vais juste utiliser la fonction append. Et la fonction append prend uniquement l'objet. Donc, je vais me débarrasser de mon index. Et là, vous verrez qu'est-ce que nous allons obtenir quand on va exécuter le programme. Nous allons voir la mangue qui va être ajoutée à la fin de la liste. Et nous avons également la possibilité de supprimer un élément dans la liste. C'est très simple. Supposons que je veux supprimer l'élément ananas dans la liste. C'est très simple. Nous allons juste commenter cette ligne. Ensuite, je vais tout simplement écrire le nom de ma liste. Ensuite, je vais cette fois-ci utiliser la méthode remove qui veut dire supprimer. Et ensuite, je vais mettre le nom de mon objet que je veux tout simplement supprimer. Supposons que je veux supprimer l'ananas. Je mettrai ici l'ananas. Et quand je vais exécuter le code, qu'est-ce que vous allez avoir? Nous allons avoir la création d'une nouvelle liste qui va apparaître. Mais dans cette nouvelle liste, nous avons uniquement les 3 éléments. Et vous pouvez également trouver la longueur de votre liste. Et c'est très simple. Nous avons vu la fonction qui s'appelle len. Et quand je vais exécuter, vous allez tout simplement avoir 3 éléments dans la liste. Parce que tout simplement, nous avons supprimé la chaîne de caractères ananas. Et de la même manière, vous pouvez aussi utiliser une liste de nombres. Là, je vais mettre une liste de nombres ici. Et je vais donner le nom nombre. Et nous avons également la possibilité de modifier les éléments à l'intérieur de notre liste. Comme nous pouvons faire une insertion d'éléments au niveau de notre liste. Comme nous pouvons supprimer des éléments dans la liste. Et je vais d'abord remplacer tous les fruits par nombre. Je vais faire pareil. Et nous pouvons également modifier le premier élément de notre liste nombre. Je vais le remplacer par la chaîne de caractères mangue. Quand je vais exécuter, vous allez voir que nous avons une liste mixte composée de nombres, cette fois-ci, et d'une chaîne de caractères. Comme nous pouvons également supprimer un élément de la liste, je vais tout simplement commenter cette partie. Et là, je vais descendre en bas. Cette fois-ci, c'est pas la chaîne de caractères ananas qu'il faut supprimer, mais plutôt, nous voudrions supprimer le nombre décimal, le 36,5. Et quand je vais exécuter mon code, vous allez tout simplement avoir une liste qui contient uniquement que des nombres entiers. Donc, vous pouvez faire énormément de choses avec les listes. Dans cette section, nous allons vous parler de la boucle for. La boucle for est utilisée pour faire une itération sur une séquence. Et la séquence peut être entre autres une liste, une chaîne de caractères, etc. Et exécuter le bloc de code pour chaque élément de la séquence.
Et là, nous avons défini une liste de fruits et nous allons maintenant utiliser la boucle for pour tout simplement parcourir chaque élément de la liste fruits et ensuite afficher le résultat. Donc c'est très simple. Vous avez le mot-clé for. Nous allons définir notre itération. On va l'appeler fruit. Ensuite, il y a le mot in qui va venir. Et enfin, nous allons mettre le nom de notre liste qui n'est rien d'autre que la liste des fruits. Et je vais mettre mon 2 points. Je tape sur entrée. Ensuite, je vais tout simplement afficher le nombre d'éléments pour chaque itération. Donc quand je vais exécuter mon code, qu'est-ce que vous allez avoir? Nous allons avoir la pomme qui va être affichée, suivie de la banane, de l'ananas et enfin de la banane. Et dans cette section, nous allons vous parler de la fonction range. La fonction range, elle est utilisée en Python pour tout simplement générer une séquence de nombres qui est souvent utilisée dans les boucles for. C'est-à-dire, elle permet de spécifier un intervalle avec un point de départ qu'on appelle start en anglais, mais également un point d'arrêt qu'on appelle stop, et éventuellement un pas entre les nombres qu'on appelle step. Et nous allons prendre des exemples pour vous permettre de comprendre. Et nous allons, à l'aide de la boucle for, afficher les 5 premiers nombres entiers de la manière suivante. Je vais dire for i in range 5. Je vais tout simplement faire un 2 points. Ensuite, je vais tout simplement afficher la valeur de i. Quand je vais exécuter, nous allons tout simplement avoir la liste de nos nombres entiers qui commence de 0 jusqu'à 4. Donc, nous avons au total 5 nombres ici. Et nous allons prendre un autre exemple. Cette fois-ci, je vais spécifier le début et ensuite notre arrêt. Nous allons tout simplement dire que le début sera 2, ensuite la fin ce sera 10. Et là, nous avons tout simplement généré une séquence de 2 à 5 et le 6 n'en fait pas partie. Nous allons maintenant prendre un autre exemple dans lequel nous allons tout simplement spécifier le pas. Tout simplement dire que mon start, c'est-à-dire le début, ce sera 0 et le stop, ce sera 10 et par pas de 2, c'est-à-dire je veux tout simplement afficher au niveau de mon écran tous les nombres qui sont pairs, c'est-à-dire tous les nombres qui sont divisibles par 2. Et quand j'exécute le programme, nous avons tout simplement généré une séquence de 0 jusqu'à 8 par pas de 2. Je peux également utiliser un pas qui sera négatif. Et là, nous allons faire une petite modification. À la place de 0, je mettrai ici 10. Ensuite, à la place de 10, je mettrai un 0. Et ensuite, je mettrai un moins 2 ici. Et quand je vais exécuter, nous allons tout simplement avoir une séquence de nombres allant de 10 à 2. En fait, l'instruction break vous permet tout simplement de sortir immédiatement d'une boucle while ou d'une boucle for, même si la condition de la boucle elle est toujours vraie. Et nous allons prendre l'exemple suivant qui vous permettra de comprendre. Et nous allons utiliser notre boucle for en disant for i in range 10. Et ensuite, nous allons mettre notre condition. Nous allons utiliser notre if. C'est-à-dire, nous voudrions sortir de la boucle lorsque notre valeur i égale à 6. C'est très simple. Je vais dire si i égale à 6. Il faut tout simplement faire un break. Ensuite, il faut afficher la valeur de i. Et là, quand je vais exécuter le programme, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous avez comme résultat? Nous avons tout simplement affiché une séquence de nombres allant de 0 jusqu'à 5. Autrement dit, la boucle s'est arrêtée dès que i atteint la valeur 6. Et dans cette séquence, nous allons voir l'instruction continue. C'est-à-dire l'instruction continue vous permet tout simplement de sauter le reste du code dans la boucle pour l'itération courante et de passer à l'itération suivante. Nous allons utiliser toujours le même exemple. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci quand je vais remplacer le break par continue et nous allons juste exécuter le code. Qu'est-ce que vous avez? Nous avons une séquence de nombres qui va de 0 jusqu'à 9. Et là, comme vous pouvez le voir, lorsque i égale à 6, cette valeur n'a pas été affichée. On est passé directement à i égale à 7, ensuite i égale à 8, jusqu'à i égale à 9. Et dans cette section, nous allons voir ce qu'on appelle tuple. Tuple en Python vous permet tout simplement de stocker une collection ordonnée d'éléments, c'est-à-dire similaire aux listes. Mais la seule différence, c'est que les tuples ne sont pas mutables. Autrement dit, on ne peut pas modifier ces éléments après sa création. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je prends les coordonnées. En mathématiques, nous avons 3 coordonnées dans l'espace. Nous avons le x, y et le z. Je vais dire que j'ai un x qui vaut 4, j'ai un y qui vaut 5 et j'ai un z qui vaut
7. Et c'est très simple. Si je veux tout simplement afficher mes coordonnées, je peux utiliser la fonction print. Ensuite, je vais mettre le nom de ma variable et nous allons exécuter notre code. Et nous avons notre résultat. Maintenant, nous allons vous montrer pourquoi les tables ne sont pas mutables. Supposons que je veux modifier la valeur de x. Je vais préciser l'index. Ensuite, je vais assigner à quelque chose 10 par exemple. Et nous allons tout simplement exécuter. Qu'est-ce que vous obtenez? Nous avons tout simplement une erreur. Type error. Apple object does not support item assignment. Là, c'est juste pour vous dire qu'il est impossible de modifier les éléments d'un tuple après sa création. Et là, maintenant, nous allons voir tout simplement les méthodes qui existent pour votre tuple. Et nous avons que deux méthodes, c'est la méthode count et la méthode index. Et par exemple, supposons que nous avons notre z qui vaut 4 également. Et quand je veux tout simplement compter le nombre d'occurrences que j'ai pour la valeur 4, c'est très simple. Je vais tout simplement faire appel à la fonction count. Ensuite, je vais passer la valeur. Qu'est-ce que je fais? Ensuite, je vais exécuter le programme. Quand j'exécute le programme, qu'est-ce que vous allez avoir au niveau de notre résultat? Nous avons 2. Dans cette section, probablement notre dernière section pour ce tutoriel, nous allons voir les fonctions. Les fonctions en Python, ce sont tout simplement des blocs de code qui sont réutilisables et qui effectuent une tâche spécifique. C'est-à-dire, elles permettent d'organiser le code, de le rendre beaucoup plus modéré, mais également de réduire la répétition. La première fonction que nous allons voir, ce sera une fonction simple qui ne va pas prendre d'argument. Comment on définit une fonction en Python? C'est très simple. On utilise le mot-clé def. Ensuite, suivi du nom de la fonction, nous allons tout simplement donner le nom saluer. Nous allons créer une fonction qui vous permet de saluer. Je vais mettre des parenthèses. Ensuite, je vais sortir de mes parenthèses. Je vais mettre un 2 points. Ensuite, je vais tout simplement taper sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, nous avons une indentation qui se passe automatiquement. Et il y a une chose que nous n'avons pas mentionnée tout au long de notre tutoriel et qui est très capitale, qui est très essentielle. Il s'agit de l'indentation. C'est-à-dire en Python, l'indentation, elle est capitale. L'indentation vous montre que nous sommes dans un bloc de code. Et quand vous terminez l'indentation, ça veut dire que votre bloc de code est terminé. Vous allez commencer un autre bloc de code. Par exemple, c'est comme si vous prenez dans les autres langages de programmation. Par exemple, quand je prends le langage C, par exemple, si je veux définir une fonction qui vous permet de faire une addition, je vais définir le type de la fonction, ensuite je mets le nom de la fonction, je mets parenthèse, ensuite je mets les accolades. Les accolades que je mets ici, ce sera la même chose que l'indentation. Donc ça vous montre que nous sommes dans un bloc de code. Donc une fois que vous terminez votre bloc de code, vous allez juste sortir de votre accolade, ensuite continuer à saisir d'autres blocs de code. Donc encore une fois, l'indentation elle est capitale dans la programmation Python. Nous allons tout simplement nettoyer. Ensuite, nous allons remettre notre indentation. Et qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement afficher au niveau de notre écran un bonjour pour le monde. Et ensuite, nous allons exécuter notre code. Quand on exécute notre code, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons comme exit code 0, qui veut dire tout fonctionne correctement. Mais le souci est qu'on ne voit pas notre bonjour tout le monde parce que c'est très normal. Nous avons juste défini la fonction. Maintenant, pour utiliser la fonction, on fait ce qu'on appelle un appel de la fonction. Et c'est très simple. Pour appeler votre fonction, là, je sors. J'étais là et je vais sortir de ma fonction. Je vais à la ligne tout en supprimant l'indentation pour juste montrer que j'ai terminé avec la définition de ma fonction. Maintenant, pour appeler ma fonction, c'est très simple. Je vais juste écrire le nom de ma fonction et je mets les parenthèses. Et quand je le fais, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons automatiquement, devant la définition de notre fonction, une utilisation qui s'affiche. Donc, ça veut dire que nous sommes en train d'utiliser notre fonction. Nous avons utilisé une fois et je peux également refaire la même chose. Vous allez voir que ça va tout simplement augmenter. Nous allons juste nous limiter à une seule fois. Donc, je vais cette fois-ci exécuter le programme. Quand j'exécute le programme, nous avons maintenant notre résultat qui affiche bonjour tout le monde. Maintenant, le deuxième type de fonction que nous allons voir, ce sera une fonction avec des paramètres. Je vais toujours utiliser le mot-clé def pour définir ma fonction et cette fois-ci, je vais appeler ma fonction add qui veut dire ajouter en français et ma fonction va prendre deux arguments, c'est-à-dire un argument qui s'appelle A et un autre argument qui s'appelle B.
ici. Argument, c'est la même chose que paramètre. Ensuite, je mets mes 2 points et je tape sur entrée. Et qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement retourner la somme de mon A plus B. Et là, je viens juste de terminer avec ma fonction. Donc, et maintenant, nous allons passer à l'appel de notre fonction. Et là, pour appeler notre fonction, c'est très simple. Je vais descendre. Je vais tout simplement appeler le nom de la fonction. Et puisque la fonction prend 2 arguments, supposons que je veux additionner tout simplement 14 et 10. Comme vous pouvez le voir, quand je mets les 2 arguments, notre éditeur va nous dire laquelle des valeurs correspond à notre argument A et laquelle des valeurs correspond à notre argument B. Et là, je vais tout simplement stocker le résultat de cette addition dans une variable que je vais tout simplement appeler somme. Et maintenant, pour exécuter, je vais tout simplement utiliser la fonction print. Je vais afficher la somme. Et là, je ne vais pas exécuter la première fonction. Je vais tout simplement commenter. Et quand je vais exécuter notre 24, qui n'est rien d'autre que la somme de 14 et 10. Et notre troisième exemple sera une fonction avec plusieurs valeurs de retour. Je vais définir une nouvelle fonction toujours avec le mot-clé def. Et je vais appeler ma fonction calculer somme et produit. Et ensuite, ma fonction va prendre 2 arguments A et B. Je vais mettre mes 2 points. Et pour la somme, je vais déclarer une variable que je vais nommer somme. Ensuite, je vais dire somme égale à A plus B. Et pour le produit, je vais déclarer une variable que je vais nommer produit qui va être tout simplement égal à A multiplié par B. Et à la fin, je vais utiliser le mot-clé return. Je vais retourner la somme et ensuite le produit. Maintenant, c'est tout bon. Nous allons maintenant utiliser notre fonction. Pour utiliser notre fonction, nous allons tout simplement appeler la fonction. Et pour l'appeler, c'est très simple. Je vais tout simplement écrire le nom de ma fonction. Ensuite, je vais passer des valeurs. Je vais passer la valeur 4 et la valeur 5. Mais là, je vais stocker ces valeurs dans 2 variables différentes, de la manière suivante. Là, je vais appeler la première variable résultat de la somme et ensuite la deuxième variable résultat du produit. Et là, maintenant, je vais tout simplement afficher mes résultats au niveau de mon écran. C'est très simple. Je vais utiliser la fonction print. Pour le premier résultat, je vais tout simplement dire somme. Je mets 2 points. Ensuite, je vais tout simplement mettre le résultat de la somme. Ensuite, je vais pareil pour la deuxième. Je vais utiliser ma fonction print. Ensuite, je vais écrire produit, 2 points. Ensuite, je vais mettre tout simplement résultat du produit. Et là, pour ne pas tout simplement afficher le résultat de la deuxième fonction, je vais tout simplement commenter cette ligne-là. Et maintenant, je vais tout simplement exécuter mon programme. Et quand j'exécute mon programme, nous allons tout simplement avoir somme égale à 9 et le produit égal à 20. Comme vous pouvez le voir, nous avons une seule fonction qui nous permet de faire 2 calculs. Là, nous allons juste nettoyer notre code. Je vais me débarrasser de ces commentaires-là. Et là également, je vais tout simplement supprimer l'appel de la fonction. Je vais tout simplement laisser la définition des fonctions ici également. Je vais supprimer l'appel de la fonction. Je vais juste laisser les définitions tout court. Je fais pareil ici aussi. Donc, nous avons nos 3 premières. La première fonction qui ne prend pas d'argument. La deuxième fonction qui prend des arguments et qui retourne une seule valeur. Et ma troisième fonction qui prend des arguments mais qui retourne plusieurs valeurs. Et notre quatrième exemple de fonction que nous allons voir, ce sera une fonction avec valeur par défaut. Nous allons toujours utiliser notre mot-clé def pour définir la fonction. Cette fois-ci, je vais tout simplement appeler la fonction saluer la personne. Ensuite, je vais mettre par défaut le nom John. Et ensuite, je vais tout simplement utiliser la fonction print pour afficher quelque chose. Je vais tout simplement dire bonjour. Ensuite, je vais mettre le nom ici. Et maintenant, nous allons faire un test. Nous allons utiliser 2 fois la fonction saluer. Pour la première utilisation, je vais tout simplement écrire le nom Marc. Et pour la deuxième utilisation, je vais tout simplement laisser un tag. Je ne vais rien mettre et nous allons exécuter le programme et vous allez voir qu'est-ce que nous allons obtenir au niveau de notre écran. Pour la première, comme vous pouvez le voir, lors de notre premier appel, nous avons spécifié l'argument Marc, raison pour laquelle nous avons bonjour Marc. Et pour le deuxième appel de notre fonction, a juste utilisé l'argument ou le paramètre que nous avons déclaré par défaut lors de la définition de notre fonction. Raison pour laquelle nous avons bonjour John ici.
Et notre dernier exemple que nous allons vous parler dans les fonctions, ce sera la fonction lambda. Les fonctions lambda, ce sont des fonctions qui sont anonymes, c'est-à-dire des fonctions qui n'ont pas de nom et qui sont généralement utilisées pour des opérations simples et courtes. Mais nous allons d'abord supprimer. Ensuite, nous allons définir notre fonction lambda. Pour définir la fonction lambda, c'est très simple. Vous avez tout simplement besoin de donner le nom de la fonction. Nous allons cette fois-ci donner le nom suivant, c'est-à-dire somme de deux nombres. Ensuite, je vais mettre le mot égal et maintenant, je vais utiliser le mot-clé lambda. Maintenant, après lambda, ce sera les arguments ou paramètres. Donc, la fonction va prendre deux arguments. Ce sera l'argument A et B. Et ensuite, elle va retourner la somme de A plus B. Et comme vous pouvez le voir, c'est tellement simple. En une seule ligne, on a créé une fonction qui permet de calculer la somme. Et maintenant, pour utiliser notre fonction, c'est très simple. Nous allons juste faire ce qu'on appelle appel de la fonction. Je vais tout simplement écrire le nom de ma fonction. Et puisque ma fonction prend deux arguments, et peut-être, je vais dire 12 et 45. Et ensuite, je vais stocker le résultat dans une variable que je vais tout simplement nommer résultat. Et ensuite, je vais afficher le résultat à l'aide de la fonction print. Et quand je vais exécuter le programme, vous allez tout simplement avoir 66. Là, notre bonus, ce sera sous forme d'exercice. C'est-à-dire, nous avons un médecin qui prescrit un médicament à la dose de 5 mg pour 5 kg de poids corporel. Là, si c'est des physiciens, ils ne vont pas tout simplement accepter parce que quand on parle de poids, on fait allusion à autre chose. Un poids s'exprime en newton, pas en kilogramme. Et là, comprenez, quand on parle de poids, on fait allusion à la masse de la personne tout simplement. Donc maintenant, on vous demande d'écrire un programme en Python, c'est-à-dire qui va aider le médecin à déterminer la quantité de milligrammes de médicaments à prescrire à un patient pour un poids donné. Et là, votre programme va toujours demander au médecin de faire entrer une valeur qui est positive. Comme vous le savez, on ne peut pas avoir un poids ou une masse qui est négative, donc la valeur doit être toujours positive. Et vous avez une boucle while qui vous permettra d'accomplir cela. Ensuite, votre programme va tout simplement calculer la dose appropriée pour enfin afficher le résultat à l'écran. Donc, vous avez tous les outils nécessaires pour écrire ce programme. C'est juste pour vous dire, avec la programmation, vous pouvez faire beaucoup de choses. Tout ce que vous avez besoin, c'est avoir une inspiration, avoir de la motivation et penser de manière logique. Par exemple, vous pouvez prendre un problème de la vie de tous les jours qui n'est pas un problème informatique, mais vous pouvez utiliser l'informatique pour créer une solution à ce problème. Donc, c'est en quelque sorte le rôle des informaticiens, des ingénieurs en informatique, tout simplement. Et là, je vais tout simplement vous montrer le résultat de mon programme et je vous laisse le soin de faire votre propre programme par vous-même. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez tout simplement laisser des commentaires en bas. Et là, je vais vous montrer tout simplement le résultat de notre programme et nous allons faire des tests. Et là, la première des choses que le programme me demande, c'est tout simplement de taper le poids du patient. Et si par erreur, je vais taper un poids négatif, le programme va tout simplement dire que le poids ne doit pas être négatif. Et si je refais la même chose, c'est-à-dire par erreur, je tape encore un poids négatif, le programme va toujours continuer à me dire que le poids ne doit pas être négatif. Et là, vous avez la boucle while qui vous permet d'accomplir ce résultat. Et maintenant, une fois que je tape un poids qui est correct, par exemple 90, et je vais taper sur Entrée, le programme va me poser une question, c'est-à-dire voulez-vous calculer la dose de médicaments à prescrire pour 90 kg. Donc j'ai deux choix, soit je peux dire oui pour confirmer, soit je peux dire non si je ne veux pas. Donc pour oui, nous avons 4 possibilités. Vous pouvez écrire oui comme le programme vous affiche, comme vous avez la possibilité de dire un simple O, si vous voulez juste ne pas taper tout le mot oui, comme vous avez la possibilité de taper un O majuscule, comme vous avez la possibilité de taper un oui, c'est-à-dire tout en minuscule. Et là, nous avons vu ce qu'on appelle changer la casse. Vous pouvez tout simplement regarder la section changer la casse, qui vous permettra d'accomplir ce résultat. Et nous allons faire un test pour tous les 4 cas et vous verrez que ça va marcher. Le premier cas, je vais commencer par dire oui, comme le programme nous l'affiche. Une fois que je tape sur oui, le programme va me dire tout simplement la dose à prescrire est de 36 mg pour un poids de 90 kg. Nous pouvons exécuter encore une fois notre programme. Là, cette fois-ci, je vais par exemple taper 86 et je vais taper sur Entrée. Et là, je vais faire un petit O tout court pour dire que c'est oui. Donc quand je tape sur Entrée, le programme va tout simplement me dire que la dose à prescrire est de 34,40 mg. Nous allons refaire un test pour une troisième fois. Cette fois-ci, je vais aller tout simplement
Cette fois-ci, je vais tout simplement taper 85 par exemple. Et quand je tape sur Entrée, toujours le programme va me poser une question. Cette fois-ci, je vais taper un O majuscule pour tout simplement confirmer. Donc, quand je tape Entrée, le programme va toujours me donner un résultat. Je vais exécuter encore une fois pour une quatrième fois. Cette fois-ci, je vais tout simplement mettre un poids qui vaut 105 kg. Et là, je vais tout simplement taper le mot Vuitton en minuscule. Et quand je fais Entrée, nous allons voir la dose à prescrire est de 42 mg pour un poids de 105 kg. Nous allons refaire un test encore une fois. Cette fois-ci, je vais donner un poids qui vaut 108 kg par exemple. Maintenant, supposons que je me suis trompé, je ne veux pas tout simplement exécuter. Et là, j'ai la possibilité de taper un simple N minuscule, comme j'ai la possibilité de taper un grand N pour tout simplement dire que c'est non. Comme je peux écrire le mot no en anglais, comme je peux tout simplement écrire le mot non comme le programme l'affiche. Et quand vous faites le test avec tous ces différents cas, tout va être vrai. Comme vous avez la possibilité d'écrire le nom en minuscule. Donc, nous pouvons faire un test et vous allez voir que le programme va toujours nous donner le résultat escompté. Donc, quand je vais dire un nom en minuscule, le programme va dire que vous avez décidé d'annuler la conversion. Merci et à très bientôt. Comme je peux toujours exécuter encore une fois, je vais cette fois-ci taper un poids qui vaut par exemple 78 kg et je ne veux pas afficher, je vais tout simplement mettre un petit N pour dire non et quand je tape Entrée, le programme va toujours me dire que vous avez décidé d'annuler. Merci et à très bientôt. Je peux refaire encore une fois un test. Je peux donner un poids qui vaut par exemple 88. Je vais taper Entrée et je peux utiliser tout simplement grand N, c'est-à-dire qui veut dire no toujours. Quand je tape Entrée, le programme va toujours me donner le résultat que nous attendons, c'est-à-dire on n'a pas voulu faire la conversion. Donc vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir écrire ce programme et vous pouvez le rendre beaucoup plus intéressant en ajoutant des fonctionnalités. Vous avez juste besoin d'avoir une inspiration, de penser de manière logique, parce que l'informatique c'est uniquement que de la logique et aussi vous allez faire beaucoup d'exercices par vous-même, donc ça vous permettra d'avoir la main comme on a l'habitude de le dire. Et nous voilà au terme de ce tutoriel sur introduction à la programmation Python pour les débutants. Et si vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et laissez vos commentaires en bas. Et merci et à très bientôt.